À Jérusalem, c'est Olivier Granelli que nous retrouvons ce matin. Et Olivier, ce matin, c'est la tension et les attentats en Judée-Samarie qui font bien sûr la une de la presse et des médias israéliens. Oui, en effet, avec un titre en forme de réponse pour le Israël Hayom. Tsahal n'a pas de solution miracle, écrit ce matin le quotidien. Le journal nous parle de la situation tendue en Judée-Samarie depuis plusieurs semaines. Il ne se passe pratiquement pas une journée sans que se produisent des actes terroristes, tirs sur des points de passage, attaques à l'arme blanche ou comme hier, tirs sur une patrouille de l'armée israélienne depuis une voiture. C'est ce qui a d'ailleurs causé la mort d'un jeune soldat de l'armée israélienne, Ido Barour, 21 ans. Toute la presse israélienne en parle ce matin, bien entendu. Et cette situation est un véritable casse-tête pour les responsables de la sécurité israélienne. La solution est de positionner, bien entendu, sur les terrains des soldats et des unités spéciales pour essayer de prévenir les prochains attentats, mais impossible de savoir quand et où se déroulera la prochaine attaque. Il s'agit en général d'initiatives qui ne sont pas ordonnées par les grandes organisations terroristes comme le Hamas ou le Djihad, comme par exemple hier cette faction armée palestinienne, la Fosse aux loups, qui a revendiqué l'attentat d'hier en Samarie. Et oui, la Fosse aux lions. Alors justement, que sait-on de ce groupe terroriste, la Fosse aux lions, Olivier ? Alors pas beaucoup, c'est en lisant le Maarif que nous apprenons qu'il s'agit d'un groupe qui est né dans la vieille ville de Naplouse, à Shrem donc, et qui a été récemment créé par des membres de groupes terroristes variés. Certains auraient été affiliés dans le passé à la brigade des martyrs El-Aqsa ou au djihad islamique palestinien. Il a revendiqué un grand nombre d'attaques commises dans le nord de la Judée-Samarie ces dernières semaines, notamment une qui avait lieu lors d'une manifestation à proximité de Naplouse. Leur façon d'agir est souvent la même. Ils prennent pour cible des postes militaires, des soldats déployés le long de la barrière de sécurité ou encore des civils sur les routes de Judée et Samarie. L'autre titre de la presse israélienne ce matin, Olivier, c'est l'accord maritime, bien sûr, entre Israël et le Liban. Accord conclu hier et c'est l'occasion de s'intéresser à la manière dont, justement, la presse accueille cet accord. Alors d'une manière assez mitigée, il faut dire, Ilana. Alors c'est vrai que les responsables israéliens s'accordent à dire qu'il s'agit d'un accord historique et le fait même que les négociations entre Israël et le Liban ont abouti, c'est un événement qu'il faut signaler. Mais certains, dans la presse israélienne, émettent certaines réserves, non pas sur le fond de l'accord, mais sur la forme. Comme par exemple Nahum Barnea dans le Yediot Ahronot qui écrit qu'il n'y a aucune raison de se réjouir. L'accord maritime avec le Liban est bon, nécessaire et utile, mais probablement moins bon qu'il aurait pu être conclu par un gouvernement stable et non un gouvernement de transition. Et ce qui devrait plus être inquiétant, écrit encore ce matin Nahum Barnea, son approbation a été faite dans le cadre d'une procédure constitutionnellement douteuse et démocratiquement scandaleuse. Nahum Barnea parle du fait que, selon l'avis de la conseillère juridique du gouvernement, l'accord ne sera pas voté par la Knesset. C'est un des gouvernements qui devrait le valider lors d'une réunion exceptionnelle qui devrait se tenir aujourd'hui. Et puis cela ne ressemble pas à un accord historique, c'est ce qu'écrit Ariel Kahana dans Israël Hayom. Le journaliste qui semble connaître les termes de l'accord écrit qu'Israël a dû accepter de grandes concessions pour conserver l'exploitation de la plateforme gazière de Karish. En conclusion, sous la pression américaine et pour acheter le calme du Hezbollah, Israël a capitulé, écrit ce matin le journaliste du Israël Hayom. Alors une information toujours concernant le Liban. À noter qu'hier a eu lieu une marche pour le retour des corps des soldats tués dans le pays du Cèdre. Oui, une marche organisée par la famille Goldin qui a eu lieu hier depuis le domicile du Premier ministre Yair Lapid à Tel Aviv jusqu'au bureau du ministre de la Défense Benny Gantz à la Kiryat, toujours à Tel Aviv, pour appeler au rapatriement des dépouilles des soldats et des civils restés à Gaza. Vous le savez, depuis 2014, les familles attendent la restitution des corps de Goldin et de Shaoul tués pendant la guerre de Gaza et saisis par des terroristes du Hamas. Elles espèrent également la libération d'Avera Mengistu et d'Hicham El Sayed, deux civils atteints de pathologies mentales qui ont traversé la frontière avec la bande de Gaza en 2014 et en 2015. Et puis enfin, un exploit sportif pour terminer. Hier soir au stade Sami Ofer, le Maccabi Haïfa a remporté son match retour contre la Juventus de Turin par 2-0.
Oui, rappelons qu'il s'agissait d'un match de poule pour la qualification en phase finale des Ligues de Champions. Cette victoire intervient après un match aller à Turin, lors duquel les Verts israéliens, c'est l'équipe de Haïfa, n'avaient pas démérité, mais s'étaient inclinés 3-1 contre les Italiens, après 9 défaites consécutives d'une équipe israélienne en Ligue des Champions. Alors les joueurs du Maccabi Haïfa n'ont pas volé cette victoire hier soir, ils ont en effet dominé la première période et malgré un sursaut de la Juventus lors de la deuxième période, les joueurs italiens n'ont pas réussi à revenir au score. C'est le joueur israélien Omer Atzili qui a offert la victoire à son équipe grâce à un doublé à la 7e et à la 42e minute. Grâce à ce 2-0, les Israéliens pourraient finir 3e de leur groupe. Le prochain match est contre le PSG à Paris le 25 octobre. Le rêve vert, titre en première page ce matin, le Yediot Aharonot.